Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, il était un peu d'usage depuis quelques mois que je démarre mes conseils communautaires en lançant des appels à candidature aux uns aux autres. Chose a été faite, les élections se sont passées, et en tous les cas, moi je ne peux que me réjouir de la belle unité que nous avions déjà affichée il y a un an lorsque nous nous sommes mis en place ici au sein de la communauté de communes, que cette belle unité et que cet bel ensemble a continué sur ce temps qui était important, qui concernait les élections cantonales et régionales. Je tenais à féliciter, bien entendu, Rachel et Patrick Weiten et Roland Balcerzac, ainsi que Madame Ferraud, qui a été la suppléante de Rachel, pour leur excellent score sur nos communes. Ils ont été en tête dans l'ensemble de nos bureaux de vote. Je tiens également à remercier et à féliciter Roland pour son implication dans le cadre de la campagne des régionales. Le président Rodner est ressorti. Bon, on manque de très peu et de quelques pourcents le fait que Roland soit dès à présent conseiller régional. Mais je pense que durant ce mandat qui est quand même d'une durée de 6 ans, il y aura forcément un moment donné où il va le devenir. Alors, j'ai proposé, et on va commencer par Rachel, de lui laisser la parole 2 minutes, parce qu'elle tenait à vous remercier elle-même. Merci Michel, cher président, mes chers collègues. Effectivement, j'ai demandé, et ça me tenait à cœur, de pouvoir prendre la parole en préambule du Conseil communautaire pour vous adresser au nom du binôme que je représente et également de nos remplaçants Sylvie Perrault, Roland Balcerzac, donc le président, Monsieur Weiten et moi-même. Vraiment, je ne sais même pas comment le dire, vraiment mes plus sincères et chaleureux remerciements, parce que c'est vrai que nous avons vraiment pu compter sur vos soutiens, et ce n'était pas seulement des soutiens de parole, etc., ça a été aussi beaucoup de soutiens actifs, puisque la plupart des maires que j'ai sollicités personnellement ont répondu OK pour nous aider dans le tractage. Et ça a été vraiment d'une grande aide pour nous, et je tenais à vous en remercier à nouveau. J'ai essayé de le faire de manière individuelle pour chacun d'entre vous, mais là je profite de cette tribune pour le dire et l'affirmer haut et fort. Donc il y a eu du soutien pour les tractages, on a eu un magnifique accueil dans toutes les communes que nous avons visitées. Il y a eu aussi, je pense, un relais qui s'est fait au niveau des électeurs dans chacune de nos communes. Et voilà, le résultat est là. On est sorti à plus de 70%. C'est un très beau score sur l'ensemble du canton, avec notamment des scores très très élevés dans les communes de la communauté de communes de Cattenom environ. Donc voilà, encore un grand merci, et bien évidemment, vous savez, je le répète quand même, que vous pouvez compter sur nous, et en tout cas, vous savez que je ne suis jamais très loin, et vous pouvez compter sur moi et me solliciter dans vos démarches départementales ou même autres. Si je peux être facilitatrice, je le ferai avec grand plaisir. Merci beaucoup. J'ai vu que Roland avait préparé le micro. Donc... Oui, je vais rester ici, Monsieur le Président. Merci de me donner la parole.
Chers collègues, Monsieur le Président, je fais suite aux propos de Rachel et je serai un peu plus politique dans le sens noble du terme que nous pratiquons ici. Je serai plus politique parce que j'ai vécu durant 6 semaines quelque chose qui est exceptionnel de l'intérieur. En septembre l'an dernier, Michel Paquet évoquait l'éventualité d'avoir des candidats aux élections départementales en incitant Patrick Weithen et Rachel Zirovnik à se présenter. Et dans le prolongement des semaines qui se suivaient, lors de rencontres, de proposer à François Grosdidier, maire de Metz, mon éventuelle candidature à une place que l'on qualifie d'éligible. Alors déjà, je le remercie. Aujourd'hui, devant vous, je tiens, et je le dirai dans le prolongement, que ces remerciements sont profonds, mais vous voyez, on peut gagner dans sa commune, on peut gagner dans toutes les communes, on peut gagner dans tous les bureaux de vote d'une intercommunalité de 28 000 habitants. On peut être le seul exemple sur le Grand Est de toutes les communes et de toutes les intercommunalités et ne pas être élu. Alors, je vais paraphraser un peu Michel Sardou qui disait, c'est comme au casino. Il y avait le 16 et le 17, j'ai joué le 17, et puis c'est le 16 qui est sorti et c'était le rideau final derrière. Non, c'est pas le rideau final. Chers collègues, si je dis ça, j'ai beaucoup appris parce que j'ai vraiment, Michel, le sentiment que notre intercommunalité mérite d'être défendue, notre territoire mérite d'être défendu, et je l'ai bien compris. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi des intercommunalités, des communes moins représentatrices que nous arrivent à présenter des candidats à être élus. Parce que je pense que c'est important pour un secteur géographique, pour un territoire. Alors, cela étant, il faut accepter le résultat, et il y aura sans doute un lendemain, puisque dans ce monde-là, vous faites partie de ce que l'on appelle nous faisons partie de ce que l'on appelle des élus réalistes et non opportunistes. Réalistes et non opportunistes. On est pratique, on est devant nos mairies, devant nos électeurs, devant nos populations, et on essaye simplement, avec beaucoup d'humilité, de bien faire notre travail. Moi, je vous le disais, je suis heureux d'avoir participé à ces temps forts de la démocratie, même si, avouons-le, l'abstentionniste a été marquant. Mais c'est là que j'en reviens au remerciement. Si nous avons limité les dégâts sur ce territoire, c'est parce que vous, élus, vous avez su sensibiliser du monde autour de vous. C'est vraiment ce lobbying, ce travail de terrain qui a permis de pouvoir compter sur un nombre de participants qui était quand même mieux qu'un sondage. Je rappelle qu'un sondage au niveau national se fait sur 897 personnes pour 70 millions d'habitants. Là, on a des sondages, et vous pouvez en sortir flatté parce que la plupart d'entre vous, vous êtes engagés derrière Patrick Weithen, derrière Jean Rodner et la liste Plus Fort Ensemble. Et puis, d'une certaine manière, vous avez pris des risques. Et en fait, compte, vos populations ne vous l'ont pas reproché. Et ça, c'est tout à ton honneur, Michel, d'avoir su solidariser et d'avoir créé ce soutien au sein de l'intercommunalité. Alors, au moment... la politesse, je le dis, ne doit pas enlever l'audace. Et je pense, c'est pas pénalisant ce que je vais dire, que nous manquons d'audace. Nous manquons de punch à certains moments, là où d'autres n'ont pas de gêne, nous on a de la retenue et de la politesse. Je pense que c'est un effet peut-être qu'on peut se permettre de corriger. Parce que notre devoir est de faire entendre la voix de nos populations, de notre territoire, qui est tellement bien placé en bordure frontalière avec le Luxembourg d'à côté, et puis ces pôles d'habitation de l'autre côté. Et je pense, et je le dis ici, qu'il n'est nullement question que ce soit le représentant de l'agglomération voisine qui fasse la pluie et le beau temps sur notre territoire. Ce n'est pas de l'insolence par rapport à lui, mais honnêtement, nous sommes assez grands pour juger de notre avenir. Ensuite, permettez-moi quand même de le dire, et je l'assume. Pour moi, à 1 an de la présidentielle, je ne l'ai jamais dit, mais il est temps d'en finir avec En Marche, parce qu'on on est en marche arrière. On est en marche arrière. J'ai été tolérant jusqu'à présent,
Mais lorsqu'on se rate sur le thème de la sécurité, lorsque l'on se rate sur le thème de la crise Covid, lorsque l'on produit les gilets jaunes, lorsqu'on enlève aux communes la taxe d'habitation sans se poser de questions pour ces dernières, lorsqu'on a un attentat par mois dans notre pays, lorsqu'on n'est même pas foutu de déposer des professions de foi chères à nos habitants dans les délais légaux, et que nous-mêmes, nous sommes toujours placés devant le gouvernement ou devant les autorités préfectorales, devant nos obligations, et dépasser un délai, vous serez tout de suite repris par une admonestation, honnêtement, on a des questions à se poser. Et j'ajoute à ça, lorsque le président de la République et sa représentante ici fait la leçon et la morale pour dire qu'il faut faire front et barrage au Front National, et lorsqu'on décide de rester au second tour à 6% de voix sur un territoire, simplement pour sauver le poste d'un ministre et le poste d'une députée, honnêtement, il y a de quoi être en colère, et la colère, je l'exprime ce soir. Donc, à titre personnel, j'en tire une grande leçon. Le maire d'Étanges que je suis continuera sur sa voie à chercher à bien faire pour sa commune et au sein du territoire, et à vendre le territoire de la meilleure manière avec vous et avec le président de l'intercommunalité. Mais Michel, je tiens à te dire que je soutiendrai, à titre personnel, toutes les initiatives qui consisteront à proposer ou à présenter un candidat du territoire aux prochaines élections. Je pèse bien mes mots. Je soutiendrai un mouvement volontaire de l'intercommunalité dans ce sens pour que notre territoire revienne à son histoire, parce que l'histoire de notre zone frontalière a débuté chez nous. Je soutiendrai donc ces initiatives afin que notre territoire soit respecté, identifié et jamais sous tutelle. En attendant, j'en arrive à la fin de ces propos qui ne sont pas sévères, qui sont un constat. Moi, je crois qu'on est fiers de notre territoire, on est fiers de nos communes, on est des élus de proximité, on a ce qu'on appelle l'agnac, on souffre par moments, et je pense qu'on a une légitimité qui nous a été quelquefois arrachée. Arrachée parce que le côté méprisant d'un gouvernement à l'égard des communes, de gouvernements même successifs, le côté méprisant d'une administration tatillonne, rappelez-vous les difficultés pour monter un centre de vaccination. Toutes ces difficultés, il nous appartient de les franchir, et vous les franchissez vous dans vos communes, nous dans nos communes et au sein de l'intercommunalité, avec un esprit de solidarité dont on doit se flatter, parce que ça a de quoi être notre force à l'avenir, mais ça a de quoi également faire réfléchir ceux qui voudraient quelquefois grappiller quelques mètres sur notre secteur géographique. J'en termine en vous remerciant très sincèrement. Très sincèrement parce que, comme Rachel le disait, on a rarement vu une intercommunalité au diapason de ceux qui se présentaient. Et je vous dis toujours que mener une campagne comme celle-ci de 6 semaines, ça n'est pas facile. Ça n'est pas facile, je l'ai appris là, parce que c'est d'une autre dimension. Vous remercier sincèrement parce que derrière, s'il y a eu des votants, je le disais tout à l'heure, qui se sont déplacés au bureau de vote, c'est parce que vous avez été présents. Vous remercier également, pourquoi ? Parce que vous avez eu la gentillesse, je parle vraiment de gentillesse, sans calcul, de nous accueillir avec beaucoup de sympathie. Et les résultats ne peuvent que nous flatter aujourd'hui. Celui de Patrick Weiten et de Rachel Zirovnik à hauteur de plus de 70%, 78% à Étanges-Ronde, 89% à Mondorf. Une moyenne exceptionnelle, mais Rachel, tu peux t'en flatter parce que je crois que c'est ce que tu as su dégager avec tes habitants, simplement qui ne regardent pas un encartement politique. Les gens t'apprécient et les gens t'aiment. Et ils te l'ont rendu dimanche. Au niveau de l'intercommunalité, ils te l'ont rendu également dans les différentes communes. Donc honnêtement, on a passé cet obstacle. J'en termine, vous savez, je ne suis pas déçu, et Michel est là pour le dire. À tous ceux
qui me disaient tu seras élu depuis des semaines, moi je disais non, vous vous trompez. Vous vous trompez, il peut le dire. C'est pour ça que amertume, oui, je peux l'avoir à certains moments parce que j'aime bien gagner un match. Mais je voyais bien le décompte et je savais qu'à partir du moment où Klinkert et En Marche décidaient de rester au deuxième tour, sur les 34 élus mosellans, automatiquement cela allait mordre sur le terrain des élus de la majorité qui allait se dégager, donc de la liste Rotner, et ça n'était plus 18 représentants de la liste Rotner qui pourraient être là, mais ça serait 16. Heureusement, on a évité à une députée et à un ministre d'être au chômage. J'espère qu'il y aura de belles suites à l'avenir, j'espère que ce territoire s'engagera, et j'espère qu'on formera également de futurs élus sur notre territoire à aller sur le devant de la scène également pour défendre nos idées, nos valeurs et nos ambitions. Merci à vous en attendant, un grand merci. Merci Roland. Bon, on est déjà deux à parler en mal de En Marche maintenant. Moi je confirme tout ce qui a été dit et je vous le répète, c'est effectivement un beau symbole que d'avoir eu ce moment d'unité et je souhaite vraiment que ce mandat continue à fonctionner dans ce domaine. Ça ne veut pas dire qu'on doit toujours être d'accord entre nous, non, ça veut dire que les débats doivent avoir lieu, mais que quand on arrive sur des réflexions qui dépassent la strate intercommunale, le territoire doit toujours parler de la même voix. Et je crois que ça, c'est important. Voilà, en tous les cas, dans la poursuite, et parce que j'en ai parlé déjà à certains d'entre vous, et je préfère dire les choses moi-même, sachez que depuis quelques semaines, donc avant le premier tour des régionales, je réfléchis au fait d'aller aux législatives. Je dis bien je réfléchis. Parce que je sais que ça va avoir un impact sur mon rôle d'élu à Zoufgane, ça va avoir un impact ici à la communauté de communes. Voilà. Donc, et puis un impact sur ma vie aussi personnelle. C'est-à-dire que ce lien, et j'ai changé samedi matin avec Mison, qui est sénateur, c'est vrai que le mandat de parlementaire national n'est plus le même que celui d'un élu local. Donc j'y réfléchis, mais en tous les cas, je rejoins complètement Roland. Je pense qu'il serait bien et qu'il serait de notre devoir, nous d'anciens élus et moi d'anciens conseillers général, candidat au régional de 2004 et autres, de faire en sorte que sur ce territoire, sur notre territoire, on ait toujours des candidats ou des gens qui peuvent rester dans le système. On se rend compte que à un moment donné, il y a des choses à faire bouger. On vient de le voir encore aujourd'hui où on a reçu un avis négatif sur le dossier de loi sur l'eau sur la ZAC. Sans arrêt, on est interpellé et on est gêné de par le fonctionnement et les rouages de l'administration en général. Et donc forcément, d'avoir des élus départementaux, régionaux, peut-être nationaux, ou des élus nationaux, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose et que dans tous les cas, on va devoir se poser la question, bon, si quelqu'un d'entre vous veut aller à la présidentielle, qui nous le dise assez tôt qu'on s'organise, voilà, mais en tous les cas, je serais aussi ravi de pouvoir échanger sur et d'avoir votre sentiment sur cette réflexion des législatives. Et dites-moi-le en toute transparence, vous savez, le danger c'est quand on est élu à un moment donné, c'est d'être entouré d'une cour de cireurs de pompe. Et là, vous êtes sûr, vous terminez dans le mur. Donc ceux qui pensent
il y a des choses à ne pas faire, ou de dire même, tiens, sur notre territoire, on a peut-être un autre candidat ou une autre candidate qui serait peut-être plus légitime ou plus rassembleur. J'ai pas de souci avec ça. Moi, ce que j'ai envie, c'est d'avoir des gens qui me disent la vérité et réellement ce qu'ils pensent. De toute manière, les décisions, c'est moi qui les prends à la fin. Surtout dans ce cas-là. Donc voilà, soyez ceux qui auront envie, en tous les cas, d'échanger dans les jours ou les semaines à venir avec moi sur cette thématique, qu'ils n'hésitent pas. Et le but est de me positionner clairement et définitivement pour la rentrée, voire mi-août. Voilà, maintenant, si vous voulez bien, on va clôturer cette discussion-là, mais il était important que vous sachiez de ma bouche ce en quoi il en retournait. Oui, j'y réfléchis, et aujourd'hui, on est qu'au stade de la réflexion. Je tenais à saluer l'ensemble des internautes présents, de saluer la presse, monsieur du Républicain Lorrain, de saluer l'ensemble du personnel également présent ce soir. Alors vous savez, la liberté de presse, pour moi, c'est quelque chose que je comprends et que j'entends, et je pense qu'aucun des journalistes du Répu peuvent ou pourrait dire que j'ai essayé de faire bouger quoi que ce soit. Mais en tous les cas, sachez qu'en ce moment, je ne suis pas très content du titre que prend notre territoire dans le journal. Si vous avez remarqué, depuis maintenant quelques semaines, toutes les communautés de communes ont une page. Sauf la nôtre. Il y a quelques semaines, nous étions juste dans Thionville et environ. Maintenant, c'est de Thionville à Cattenom, je crois. Bon, j'espère que j'arriverai à faire changer d'avis la rédaction du Républicain Lorrain. Je ne vois pas pourquoi, à partir du moment où l'Arc-Mosellan, à partir du moment où l'Alzette, à partir du moment où Sierre-Bouzonville ont tous leur page, pourquoi la Comcom de Cattenom n'en aurait pas? En tous les cas, et bien entendu, et je l'ai dit aux journalistes locaux, je ne leur en veux en aucun cas. Leur direction est prête à me rencontrer en septembre, juste que le format du journal va être définitivement arrêté dans quelques semaines. Donc moi j'ai juste fait passer le message, et donc ne soyez pas étonnés, et je le dis devant Rachel, que nos pages ou publicitaires ou bandeaux d'information représentent en moyenne plus de 30 000 €. Donc il y en aura plus tant que ce point-là ne sera pas réglé avec le Républicain Lorrain. Voilà, donc sachez-le, ne vous étonnez pas si vous ne voyez pas sur le journal une première page annonçant le concert, annonçant les programmes qui vont avoir lieu dans les semaines à venir au niveau culturel. Voilà la raison. Et la première avec qui j'avais échangé, c'était Rachel, qui dans le cadre de la saison touristique voulait mettre un bandeau en première page. Et voilà. Donc je vous le dis, carrément à un moment donné, il faut qu'on m'explique. Donc soit certains ont déjà dessiné une autre carte et nous ont agglomérés où on veut. Enfin, et quand on connaît le pouvoir de la presse, voilà, moi je suis très attentif à ça, et je ne vois pas pourquoi on est en train, comme si on préparait les gens à mettre Cattenom dans Thionville. Et c'est contre cette image-là et contre ce schéma-là que je veux tout de suite m'ériger en défenseur. Donc, soyez attentifs là-dessus, et en tous les cas, je vous tiendrai régulièrement informé des suites qui seront données à cette affaire.
Dans le cadre du protocole sanitaire, bon, je vous invite à garder vos masques. J'espère, Monsieur le maire, et encore merci d'avoir mis à disposition cette salle, j'espère que nous pourrons bientôt retourner chez nous. C'est pas qu'on n'est pas bien chez vous, mais on aime bien être aussi un peu chez soi par moment. Mais en tous les cas, encore une fois, merci et vivement qu'on puisse retrouver notre salle de la maison communautaire. Il va y avoir 2 points rajoutés sur vos tables, 2 projets de délibération. Donc le premier concerne une aide pour instituer une aide financière à l'achat de vélos électriques. Donc c'est déjà de marquer un principe, mais Marie-Marc l'exprimera quand on verra ce point. C'est déjà de marquer dans un premier temps un principe, et je sais que la Commission va continuer à travailler sur cette thématique et peut-être d'échanger aussi en transversalité avec la Commission sociale pour voir comment demain on peut aussi faire en sorte d'aider un peu plus ceux qui en ont un peu moins. Et le deuxième point, que je vous demanderai de voter en toute confiance, c'est le règlement du match de volley qui aura lieu samedi matin. Voilà, donc ne vous posez pas de questions sur le contenu. Il y aura peut-être des choses qui pourraient vous sembler bizarres, mais je peux vous assurer qu'elles ne seront jamais bizarres en défaveur de vos collègues élus. Voilà, donc ce rapport, et je ne l'ai pas remis parce que du coup, je peux vous dire l'inquiétude du DGS et du DST cet après-midi quand je leur ai dit qu'il y aurait un rapport supplémentaire dont ils n'étaient pas au courant. Ils viennent juste d'apprendre que ça a un lien avec le règlement du volley, donc ils doivent se détendre un peu. D'ailleurs, je crois qu'on voit Olivier sourire derrière son masque, mais voilà. Sachez également que dans le cadre de nos travaux avec le SMITU, il nous faudra élire ce soir les 13 représentants au sein du SMITU. Donc je vous ferai une proposition d'une liste qui correspond et qui respecte les représentations des différentes communes, et je serai également présent dans cette liste, étant donné que la commune de Échange, qui avait 2 sièges jusqu'à présent, eh ben, n'ayant qu'un seul conseiller communautaire, n'en aura qu'un, et donc je serai dans cette liste en remplacement d'un élu échangeois. Je tenais également à vous dire que le SMITU a engagé une élaboration d'un schéma directeur de pistes cyclables, schéma auquel il souhaite nous associer. Et j'ai demandé également que, dans le cadre de leur réflexion, les 14 communes du territoire de la Comcom, qui ne sont pas membres du SMITU, fassent également partie de cette réflexion de schéma de pistes cyclables. Alors, de mémoire, ça a occasionné un surcoût dans le cadre de l'étude, surcoût qui sera débattu. Je tenais également à vous donner une information concernant, juste que je trouve ma note, le centre de vaccination. Donc de mémoire, plus de 13 000 personnes ont reçu une première injection, plus de 5 000 personnes ont reçu les 2, donc c'est-à-dire que nous avons vacciné à ce jour quasiment 20 000 personnes. Je rappelle que le centre va rester ouvert jusqu'au 31 juillet et que même pour des primo-vaccinés, il n'y aura pas de problème. Le deuxième vaccin ou la deuxième dose, ils pourront l'avoir soit chez leur médecin généraliste, soit dans un autre centre du territoire. Voilà.
Je voulais également vous dire que, à compter de maintenant, la compétence mobilité, elle est vraiment arrivée au niveau de la communauté de communes. Les communes membres ont délibéré en nombre, et en nombre d'habitants, et en nombre de communes. Donc, la Comcom a la compétence mobilité. Nous avons également échangé sur le dossier de la gendarmerie, dossier sur lequel nous avons avancé. Je vous avais dit que je vous tiendrais informé des discussions. Nous avons reçu le général Matlin avec Roland, avec Bernard, avec les services. On a proposé un ensemble de terrains. Aujourd'hui, c'est un terrain qui est plus proche de la zone d'activité, qui pourrait convenir à tout le monde. Voilà, donc on est toujours en train de travailler sur ce projet, donc sachez-le. Le but serait de vous faire délibérer sur cette thématique au mois de septembre, de mémoire. On devrait être prêt. Si on a rajouté, deux points à l'ordre du jour, on en a retiré un qui risque d'avoir une importance forte, car elle risque de perturber notre calendrier institutionnel, c'est nous devons retirer le SPIC. Pourquoi? À ce jour, nous n'avons pas reçu les informations de l'État. Mais ça doit être peut-être dans une enveloppe électorale quelque part, j'en sais rien. En tous les cas, le problème, c'est que ça devrait arriver début juillet, et nous avons 2 mois, et pas un jour de plus, pour nous prononcer sur le sujet. Donc vous imaginez bien que si ce dossier arrive le 1er juillet, le 2 juillet ou le 3 juillet, il nous faudra qu'on se voit dernière quinzaine d'août, voire peut-être 1er septembre, 2 septembre, voilà. Mais ça, on pourra avoir une vision que à partir du moment où on aura la notification du SPIC. Donc ce point a été retiré de l'ordre du jour de ce soir, étant donné que nous n'avions pas les informations. Il nous manque certaines analyses financières de certaines communes, ou certains papiers pour que le bureau MS puisse finaliser l'étude de nos 20 communes. Donc n'hésitez pas à reprendre contact avec les services pour savoir chez qui il manque quoi. Donc je vous rappelle que la semaine prochaine, nous avons une réunion au niveau des maires, avec à l'ordre du jour des dossiers importants et le devenir de la compétence informatique qu'on va aborder, une stratégie communautaire sur les dossiers éoliens. J'ai été interpellé par certains de nos collègues, et Michel Ergal le premier, où on a eu vent, et c'est le cas de dire en matière d'éoliennes, de différents projets qui se profilent à gauche ou à droite. Peut-être qu'il faudrait qu'on ait un raisonnement aussi groupé dans ce domaine. Il va y avoir des questions sur la dématérialisation des autorisations d'urbanisme. Alors, normalement, ce dossier ne devait pas être abordé du fait de l'absence de Denis. Aujourd'hui, on l'a abordé rapidement au bureau. On devrait être en mesure, à plusieurs, de pouvoir vous redonner le maximum d'informations mardi prochain et éventuellement de se positionner afin de ne pas prendre trop de retard sur ce dossier. Et bien sûr, nous aborderons, et je vous ferai un retour sur le positionnement des communes à la question de la mise à disposition de terrains constructibles
niveau de la répartition de chacun ou de chacune des communes et suivant leur positionnement. Je vous rappelle rapidement quelques manifestations. Dimanche 4 juillet, le concert au gymnase de Cattenom de Divertimento. David me représentera lors de cette manifestation. Mikado démarre le 7 juillet. Mikado Cap-sur-l'eau avec, pour l'ensemble des jeunes de 11 à 15 ans, un ensemble d'animations et de programmes et sportifs et ludiques à venir sur le territoire. Nous avons également 4 séances de cinéma qui sont prévues. Le 16 juillet à Roussy-le-Village, le 30 juillet à Écherange, le 14 août à Étanges-Grande et le 3 septembre à Bayronne-les-Cierques. Durant tout l'été, Baludique va être de nouveau un support sur le territoire et vous pourrez, avec l'Office du tourisme et au niveau de différentes activités, redécouvrir ou découvrir Baludique et le programme que l'Office de tourisme vous a préparé. Et là, j'en suis déjà au 10 septembre avec le 35e Tour de Moselle qui devrait partir de Étanges et arriver à Rodemack. Voilà, je ne vous ai pas parlé du plus gros événement qui est la rencontre de samedi des élus contre le personnel envolé. Voilà, et donc ça devrait avoir lieu samedi matin à la piscine. Vous pouviez vous inscrire pour ceux qui le souhaitaient. Donc, comme nous sommes déjà moins nombreux que l'ensemble des services, j'espère que nous pourrons quand même compter sur un petit nombre de supporters élus. En tous les cas, sachez qu'on a, grâce à notre capitaine Régicel, essayé de tout donner. On a fait des séances d'entraînement et dans des températures de fou au gymnase à Cannes. Et peut-être qu'il faudra se poser un jour la question de voir comment faire en sorte que nos gymnases puissent être un peu mieux tempérés. Parce que je peux vous... Alors c'était bien pour nous, hein. Après le confinement, on avait tous quelques kilos supplémentaires, donc on a fait du sport en sauna. Ça nous a permis d'éliminer, mais je vois qu'avec les températures qui n'arrêtent pas d'augmenter, je ne suis pas sûr que nos équipements sportifs répondent à l'attente de nos clubs en la matière. Et il faudra peut-être voir comment on pourra améliorer ça. Mais je peux vous assurer on avait démarré la première fois à 21h. Enfin, il y avait encore, je ne veux pas dire 35 degrés, mais on ne devait pas être loin réellement de cette température. Et pas d'air. Donc voilà, donc il va falloir peut-être, David, aussi se pencher sur le fonctionnement de nos équipements. Au niveau des quorums, je constate qu'il est atteint. J'ai en ma possession quelques procurations. Donc j'ai M. Éric Gonan qui donne procuration à M. Thierry Michel. J'ai Mme Acker-Christine qui donne procuration à M. Bernard Zener. J'ai M. Schmitt-Michel qui donne procuration à M. Coquille. Et j'ai M. Philippe Gaillot qui donne procuration, ou est plutôt représenté par Madame Marquet. Nous pouvons suivre sur Facebook les belles balades de notre ami et collègue M. Gaillot. Et par rapport à ces postes, je comprends ce soir qu'il ne souhaitait pas être parmi nous.
En tous les cas, on lui souhaite de continuer à profiter de ses vacances bien méritées. Il nous faut également désigner un ou une secrétaire de séance. Donc, si je suis la tradition, je demanderai à Madame Langmar Déborah si elle souhaite assurer ce rôle. Oui, je vous remercie. Vous savez, quand on est secrétaire de séance, c'est toujours bon signe. C'est quand on commence à ouvrir le premier conseil municipal, communautaire ou autre, où là, ça le devient moins. Donc, si vous voulez bien, on va reprendre les points à l'ordre du jour. Le premier point concerne l'approbation du compte-rendu de la séance du Conseil du 13 avril. Est-ce que par rapport à ce point, vous avez des questions? Pas de questions. Ce compte-rendu est donc validé. Le point numéro 2 concerne des décisions que j'aurais pu prendre, que j'ai prises sur la période du 15 mars au 27 mai. Avez-vous des questions? Pas de questions, je vous remercie. Le point numéro 3 concerne des décisions du bureau du 2 février. Est-ce que sur ces décisions prises par le bureau, dans le cadre de ces délégations, vous avez des questions? Pas de questions, je vous remercie. Le point 4 concerne des décisions du bureau en date du 2 mars. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, je vous remercie. Le point 5 concerne des décisions du bureau du 6 avril. Avez-vous des questions? Pas de questions, je vous remercie. Le point 6 concerne des décisions du bureau en date du 4 mai. Avez-vous des questions? Pas de questions, je vous remercie. Nous pouvons passer au point numéro 7. Ce point numéro 7 concerne le pacte territorial de relance et de transition écologique, le PTRTE. Donc juste pour simplifier un peu, parce que je pense que vous avez lu et le rapport et ses annexes, le fonctionnement de ce pacte est constitué de chapitres qui se discutent à l'échelle du sillon mosellan, avec des thématiques, d'ailleurs certaines sont animées par Michel Erga concernant l'hydrogène. Il y a des thématiques telles que les déchets, la mobilité, etc. Ensuite, si je peux dire ça comme ça, il y a des espèces de sous-chapitres qui sont des sujets qui sont discutés à l'échelle du Nord Moselle, le périmètre de ce qu'on appelait auparavant le G6, tels que les pistes cyclables, l'IUT, pour donner en exemple que ces deux thématiques-là. Et enfin, vous avez des sous-chapitres qui sont les projets de l'intercommunalité et les projets de vos communes que vous nous avez fait remonter. Voilà un peu sur une présentation synthétique du contenu et du fonctionnement de ce pacte territorial. Alors, est-ce que vous avez besoin peut-être de plus grand nombre de précisions sur ce point, sur cette thématique? Ou est-ce que tout est clair et comme il vous est proposé dans le rapport, nous pouvons
le valider et créer le comité de pacte. Et de, bien entendu, de m'autoriser à signer tout document en lien avec ce pacte territorial. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon, voilà. S'il n'y a pas de questions, c'est que le dossier était clair. En tous les cas, je vous remercie. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le point 8 concerne la désignation des délégués communautaires au sein du SMITU. Donc, si vous en êtes d'accord, et pour respecter les équilibres auparavant des autres communes, je vous propose la liste suivante. Bernard Zener, Christine Acker, Michel Erga, Aliette Fevrier, Bertrand Mathieu, Michel Paquet, Roland Balcerzac, David Robinet, Géry Parpet, Denis Bord, Déborah Langmar, Maurice Lorenz et Serge Reich. Voilà. À ce stade, moi je vous propose, parce qu'on respecte quelque part les 6 communes qui y avaient auparavant, de toute manière, à partir du moment où le périmètre du SMITU sera sur l'ensemble des 20 communes de la communauté de communes, il nous faudra redésigner de nouveaux délégués. Je ne sais pas, suivant les statuts du SMITU, si on conservera les 13 là, ou si on devra en rajouter ou en avoir moins. Mais en tous les cas, moi je vous propose que dans un premier temps, on respecte les 6 communes membres du SMITU, on y va comme ça et suivant cette liste, et dès qu'il y a ouverture du SMITU sur l'ensemble des 20 communes, on en rediscute et on regardera pour qu'on ait une représentation qui prenne un peu toutes les strates de nos villages au sein du SMITU. Ça ne voudra pas dire que chaque commune pourra y être représentée, ça voudra dire qu'on pourra essayer d'avoir des strates. Oui, Olivier. Donc, est-ce que sur cette liste, vous avez des questions? Donc, ma deuxième question sera la suivante. Est-ce que vous êtes d'accord, et là, il faut que ça soit l'unanimité, qu'on vote à main levée? Sinon, on peut organiser des isoloirs, des urnes, et on votera individuellement. Est-ce que quelqu'un est contre le fait qu'on vote à main levée? Non? Ok, je vous remercie. Donc, si vous voulez bien, on peut procéder à ce vote à main levée. S'il n'y a pas d'autres candidats, qui est contre cette liste? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 9 concerne une convention de partenariat avec Moselle Attractivité encadrant le versement de la contribution pour la période 2021-2023. C'est une convention que nous avons avec Moselle Attractivité et le montant reste identique, qui est de 1,50 € par habitant, ce qui nous fait une contribution à l'échelle de la Comcom de 38 978. Êtes-vous d'accord avec ce point? Avez-vous des questions autrement? Pas de questions, on peut passer au vote. Donc, 1 sur le montant de la contribution, 2 sur le fait de m'autoriser à signer cette convention. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et de ce pas, je passe la parole à M. Bernard Zener.
Ah, c'est celui-là. J'ai pris le micro. Donc, ce point concerne la décision modificative numéro 2 du budget principal, donc sur l'exercice national 2021. Donc, vu les différentes délibérations qui ont déjà été prises par le Conseil communautaire, donc il convient de réajuster les différents crédits. Je vous fais grâce de la lecture de l'ensemble des tableaux. La décision modificative numéro 2 consiste donc sur le budget principal pour équilibrer les dépenses et les recettes en section de fonctionnement à hauteur de 4 938 € et à hauteur de 141 000 € en section d'investissement. Pour la section de fonctionnement, les dépenses sont des inscriptions de crédits supplémentaires dont le but est d'augmenter les crédits pour la participation au CIELO, appel à projet pour la préparation et l'achat de matériel pour le retrait des bâtiments communautaires et pour les frais d'assurance. En recettes, inscription de recettes exceptionnelles provenant des remboursements divers, notamment assurance, suite à sinistre et remboursement de factures. Voilà pour la section de fonctionnement. Pour la section d'investissement, on dépense, on inscrit des crédits supplémentaires dont le but est d'inscrire des dépenses liées aux travaux de menuiserie extérieure au gymnase de Cannes-Fun et au centre aquatique Cap-Vert, à l'acquisition d'un logiciel pour la démétrisation des autorisations d'automatisme et à une étude des pas de tir au stand de tir, à l'acquisition d'une nouvelle borne de recharge pour véhicules électriques et d'inscrire des dépenses supplémentaires pour les travaux de voirie et d'ERA réalisés en maîtrise d'ouvrage délégué et racheter des travaux de voirie relative à l'organisation de programme numéro 2, ce qu'on appelle l'AP2, et réajustement des articles budgétaires. En recettes, inscription de recettes supplémentaires en MOD pour les travaux de voirie et d'ERA. Donc, conscience à exposer, un privé favorable du bureau communautaire du 15 juin, il vous est demandé d'approuver la ventilation telle que présentée, d'approuver la décision modificative numéro 2, en modifiant les comptes du budget général pour l'année 2021 tel qu'annoncé, et d'autoriser le président ou son représentant à effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions ? Pas de questions. Pas de questions. On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 11 concerne la décision modificative numéro 1 sur le budget d'assainissement collectif exercice 2021. Donc, toujours par les délibérations prises par les différents conseils communautaires, il y a lieu de procéder à l'ajustement des crédits votés au titre de l'année 2021 pour le budget. Donc, la décision modificative numéro 1 concerne le budget d'assainissement collectif qui s'équilibre en dépenses et en recettes en section de fonctionnement à hauteur de 8 630 €. Pour la section de fonctionnement, en dépenses, on a inscrit les crédits supplémentaires pour les produits de traitement des stations d'épuration, donc les STEP, notamment liés à la crise du Covid, pour les différentes analyses qu'on a pu faire, et pour des prestataires de nettoyage des stations d'épuration. Aux recettes, des inscriptions de recettes relatives à la redevance modernisation et de recettes exceptionnelles provenant des remboursements divers. Donc, conscience à exposer, après avis favorable du bureau communautaire du 15 juin, il fait demander donc d'approuver la ventilation telle que présentée, d'approuver la décision modificative numéro 1 modifiant les comptes du budget annexe assainissement collectif pour l'année 2021 tel qu'annoncé et d'autoriser le président ou son représentant à effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Avez-vous des questions? Pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci Bernard. Le point 12 concerne la perception de la taxe sur la consommation finale d'électricité en lieu et place des communes de plus de 2000 habitants du ressort de la communauté de communes. Alors, il y a un certain nombre de lois que je vais passer et de code général des impôts. On a un arrêté du préfet de la Moselle du 18 décembre qui porte modification des statuts de la commune et environ. On considère que la taxe locale de la consommation finale d'électricité est basée sur la quantité d'électricité consommée sur le territoire de la commune pour les usagers dont la puissance est supérieure
ou égale à 250 kVA. Elle est collectée auprès des consommateurs d'électricité par les fournisseurs d'énergie, puis revient reversée aux communes en application au dispositif de l'article du Code général des collectivités territoriales. Alors, la loi de finances 2021 a réformé cette taxe en appliquant un coefficient multiplicateur à 4 minimum. Donc, les communes qui avaient des montants à 2, ben, on ne leur a pas demandé leur avis. On est passé à 4. Voilà, donc finalement, il y a de l'argent qui est rentré pour toutes les communes, même celles de la population est inférieure à 2000. Et ce dernier passera de 4 à 6 en 2022. Et cette taxe sera supprimée en 2023 pour être intégrée à la nouvelle taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité, dont les dispositions se trouvent dans le Code des douanes. C'est compliqué, les taxes sont relevées effectivement par le Code des douanes. Quand vous regardez l'électricité, c'est pareil pour la CSPE. Voilà. Considérant que la communauté de communes perçoit automatiquement, au titre de sa compétence d'autorité organisatrice de la distribution d'électricité, qu'on appelle dans le jargon AODE, cette taxe est donc payée par le consommateur. Donc il faut quand même qu'il le sache que c'est ni la commune, votre commune qui a monté les taxes, ni la communauté de communes, c'est l'État par une loi de finances qui fait que le consommateur paye plus de taxes sur sa facture d'électricité. On n'a rien demandé à personne, c'est venu tout seul. Et donc, en lieu et place de ces communes, la population recensée est inférieure ou égale à 2000 habitants. Pour les communes de 2000 habitants et plus, cette taxe est perçue par la communauté de communes si on est décidé par délibération concordante du groupement ou des communes intéressées. Donc, considérant les points de l'ordre du jour du prochain conseil municipal, les communes de Cattenom, d'Étanges-Grand, Volmerange-les-Mines, relatives à la perception de cette taxe finale d'électricité au profit de la communauté de communes, autorité organisatrice de distribution d'électricité. Donc, considérant cet exposé, après avis favorable du bureau communautaire en date du 15 juin, il demandait au conseil communautaire d'acter la perception de la TSFE des communes de Cattenom, Étanges-Grand et de Volmerange-les-Mines par la communauté de communes, après accord et par délibération concordante à compter du 1er janvier 2021, de confirmer le coefficient multiplicateur minimum de 4 applicable à compter du 1er janvier 2021 à toutes les communes et d'autoriser M. le Président ou son représentant à effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Voilà, je vais essayer de schématiser et de synthétiser, parce que, comme l'a dit Bernard, c'est un rapport qui est un peu compliqué et il faut un rapide historique. Donc, au niveau de la communauté de communes de Cattenom, ce n'est plus les communes qui, entre guillemets, gèrent l'électricité, mais la communauté de communes. Donc, cette taxe existe déjà depuis plusieurs années. Mais au niveau de la communauté de communes, nous avions toujours décidé de lui laisser un taux de 0%. Donc, quelque part, les gens ne payaient pas. Dans le cadre de la loi Finances 2020, comme l'a rappelé Bernard, l'État, depuis janvier 2021, prélève automatiquement sur tous nos habitants un taux de 4%. Ce taux de 4% doit être reversé à la communauté de communes. Sauf que pour les communes de plus de 2000 habitants, il faut qu'une convention soit écrite, un des points de l'objet de la délibération, une convention soit entérinée entre les communes de plus de 2000 et la communauté de communes de Cattenom. À savoir qu'aujourd'hui, cet argent a déjà été prélevé sur ses habitants, qu'en l'absence de convention, cette somme est sur un compte d'attente, que la commune ne pourra pas toucher, et qu'en l'absence de convention, la communauté de communes n'aura pas non plus. Voilà, donc, de 1, la convention, c'est simplement que l'argent puisse au moins profiter au territoire. De 2, et je le répète, et j'insiste dessus, on n'avait rien demandé à personne, mais l'État a décidé d'aller ponctionner nos habitants. C'est juste
incroyable. De deux, comme l'a dit Bernard, ça va passer à 6% en 2022 et elle va être supprimée en 2023. Donc on est toujours dans les mêmes, hein. C'est les mêmes qui sont occupés des vaccins, c'est les mêmes qui ont distribué les tracts électoraux, enfin, c'est les mêmes. Voilà. Donc, voilà, donc moi je veux vraiment, et n'hésitez pas à le dire à vos élus, à vos habitants, nous n'avons rien demandé. Et si cette hausse est là, qui s'entraîne aux locataires de l'Élysée et à personne d'autre. Si, c'est des députés qui votent ces pots. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce rapport? Oui, Alain. Pourquoi les communes de 2000 habitants et tout, ça ne pas toucher cet argent? Comment? Pourquoi les communes de 2000 habitants ne peuvent pas toucher cet argent? Mais même les communes de moins de 2000 ne les touchent pas. Directement. Oui, directement. Pour les plus de 2000, personne ne Pour les plus de 2000, comme il y a plus de 2000 habitants, il faut qu'il y ait une convention entre la Comcom, sinon les communes ne l'ont pas et la Comcom ne l'a pas non plus. Ben, écoutez, quand vous verrez votre député, la prochaine fois, vous lui poserez la question, elle a voté la loi. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Pas de question. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Naturellement, toutes les communes concernées doivent aussi prendre des délibérations. Je le ferai demain soir dans cette salle, en salle du conseil municipal. Le point 13, c'est le point qui a été retiré. C'est le point sur le SPIC. Sur le SPIC, oui, Thierry. Il a dit que les communes doivent prendre une délibération. Non, les communes de plus de Concernées. 2000. Voilà. C'est pas encore une nouveau concerné. Concernées. Les communes concernées. Donc, le point 13 ayant été supprimé, je te propose, Bernard, d'aborder le point 14. Ouais, super. Donc le point 14, c'est la modification d'un fonds de concours communautaire attribué à la commune de Volmerange-les-Mines. Donc vous avez le tableau, l'ancien tableau et le nouveau tableau. Comme on avait pris une délibération sur l'ancien tableau, il faut prendre maintenant la délibération sur le nouveau tableau qui vous est proposé. Et donc le montant à verser par la commune à Volmerange-les-Mines correspond donc à la somme de 4 667,50 €. Voilà, donc il faut une délibération aussi concordante pour chaque dossier, pour le conseil communautaire et la commune dépositaire. Donc il vous est demandé de valider la nouvelle attribution du fonds de concours communautaire à la commune de Volmerange-les-Mines et d'autoriser le président ou son représentant à signer la notification relative à ce fonds de concours et d'accomplir toutes les démarches nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 15 concerne l'attribution des fonds concours communautaires. Donc, avec l'ensemble des dossiers qui vous ont présentés dans les différents tableaux, donc ça concerne plusieurs communes de Berg, Breistroff, Évrange, Ingen et Tangemourande, Volmerange-les-Mines. Donc, vous avez le montant des fonds concours qui sont versés par la commune à ces communes. Donc là, c'est pareil, il faut une délibération concordante pour chaque dossier, qui est donc adopté par le conseil communautaire de ce soir, et la commune dépositaire. Donc, considérant ces exposés, après avis favorable du bureau communautaire du 15 juin, donc il est demandé au conseil communautaire de valider l'attribution des fonds de concours communautaires pour les communes figurant dans le tableau, ci-dessus, et d'autoriser le président ou son représentant à signer les modifications relatives à ces fonds de concours et d'accomplir toutes les démarches nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je rappelle que la date limite pour les fonds de concours, c'est demain. Et que les délibérations qui vous seront proposées en conseil communautaire pour percevoir les sommes auront lieu avant le 31 novembre. 30 Voilà. 30 novembre. 30 novembre. Est-ce que sur ce rapport, vous avez des questions? Pas
Pas de questions. Je vous remercie. On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Point suivant. Et pour ce faire, je passe la parole à Michel Erguin. Merci Président. Le point suivant concerne le renouvellement de la convention que nous avons avec la communauté d'agglomération Porte-de-France-Thionville pour la tenue de la Maison de Luxembourg. Donc c'est une convention entre le Porte-de-France-Thionville et 5 autres PCI du Nord-Mosellans qui accueillent toutes les personnes qui souhaitent avoir des renseignements concernant l'activité principalement frontalière. Donc, vous avez dans le rapport quelques exemples des demandes traitées. Donc, on a régulièrement des habitants du territoire qui se rendent à la Maison de Luxembourg. Et notre cotisation est fonction de la fréquentation de nos habitants de la Maison de Luxembourg. Donc, ce qui est proposé ce soir, c'est de renouveler cette convention sur une période de 6 ans, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2026. Voilà, sachez également que nous avons fait une demande pour que la Maison du Luxembourg tienne une permanence à la Maison France Service. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci Michel. Marie-Marc, tu as la parole. Tu as un certain nombre de rapports à nous présenter. Merci. Alors, je vais d'abord vous présenter le rapport annuel concernant le service de gestion, prévention et gestion des déchets ménagers et assimilés. Et je ne doute pas que vous l'ayez lu attentivement, mais je vais vous dire d'emblée qu'on ne pourra pas en tirer de conclusions importantes cette année. Pour la bonne raison que, dû à la pandémie et au confinement, les habitudes des ménages et donc la production de déchets ménagers a été complètement modifiée. Le confinement a fait que les repas ont été pris au foyer, donc production de plus de déchets. Les gens ont commandé davantage sur Amazon et Co, donc plus d'emballages qui n'ont pas forcément fini dans le tri sélectif. Et enfin, concernant les déchetteries, le temps gagné sur la route probablement a conduit un certain nombre de foyers à faire des grands rangements à domicile, voire des grands travaux, et à encombrer en conséquence les déchetteries. J'en veux pour preuve les files d'attente et le temps d'attente dans les déchetteries, notamment celles d'Étanges, au moment de la réouverture. J'en profite déjà pour remercier les agents de collecte et les agents des déchetteries qui ont assuré et continuent à assurer ce service si important pour la population dans cette période où tout le monde était cloîtré chez soi. Alors donc, concernant les volumes, voilà, les chiffres ne voudront pas dire grand-chose. Je vous dirai probablement la même chose en 2022, sur le rapport 2021, puisqu'il y a encore eu des périodes de confinement certes moins strictes, mais néanmoins où les habitudes des populations ont dû être modifiées. Et probablement, il faudra attendre le rapport 2022 pour retrouver des chiffres qui nous serviront de référence. Alors, on peut quand même retenir quelques éléments importants. D'abord, dans le titre du rapport, il y a prévention. Et on sait bien que les meilleurs déchets sont ceux qu'on ne produit pas, ou si on produit, qu'on ne met pas dans le circuit de collecte. Et dans ce sens, par exemple, la distribution des composteurs a continué à augmenter, et ça c'est bon signe, puisqu'on a distribué 167 composteurs qui sont en bois ou en plastique, et 28 lombricomposteurs. Donc ça va dans le bon sens. Par ailleurs, il y a eu l'extension des consignes de tri, qui n'a pu débuter qu'en septembre. Donc évidemment, le rapport 2020 ne peut pas en rendre compte, mais on peut déjà noter un grand succès de cette extension des consignes de tri et de la règle très simple du tout emballage se trie. Donc s'il y a encore quelques erreurs de tri que l'ambassadeur du tri se chargera de modifier quand il pourra faire du porte-à-porte, en tout cas des bonnes habitudes ont déjà été prises. Voilà ce que je peux dire concernant le tri.
Est-ce que vous avez sur ce rapport des questions particulières? Oui. Bonsoir. Est-il prévu de remettre en place le ramassage des cartons sélectifs, le ramassage sélectif? Alors, les cartons doivent être emmenés en déchetterie. Donc, il est toléré un sac de petits cartons, les cartonnettes, on va dire, emballage de yaourt ou autres, sont toujours tolérés dans les sacs de tri, et dans la limite d'un sac de carton, ils sont ramassés. Sinon, effectivement, il faut emmener ces cartons en déchetterie. C'est une grande cause d'encombrement à la déchetterie aussi, des gens qui seulement. Mais alors, Régis, ce que tu relates, et je me permets ma remarque, c'est qu'à un moment donné, on a les services qui ont appliqué le règlement qu'on avait voté. Alors ils l'ont appliqué du jour au lendemain et ça a causé beaucoup d'émoi sur le territoire, c'est-à-dire que le règlement qu'on a voté est le suivant: les cartons doivent être emmenés en déchetterie. Bon, mais jusqu'à présent, il y avait une certaine dose de tolérance. Et donc, il est avec l'histoire du confinement et devant le nombre de commandes Amazon et autres, les cartons sont devenus très 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 nombreux et du coup, les gars ont juste appliqué ce règlement. Donc, devant le bazar que ça a fait, on leur a demandé dans un premier temps de reprendre de nouveau tout avec. De deux, il va falloir se remettre en phase. Soit on retravaille sur le règlement, soit on communique plus et on informe plus nos gens pour leur donner la procédure. Mais à partir du moment où là ça sera décidé, il faudra que eux appliquent le règlement qu'on aura mis en place. Après, que vous en rediscutiez ou pas, c'est une chose, je n'ai pas d'état d'âme là-dessus, au niveau de la commission, quitte à ce qu'il faut délibérer s'il le faut, mais il faudra effectivement trouver une alternative à cette problématique. Là, on a bien vu durant cette période que la masse de carton avait énormément augmenté. Et quelque part, ça nous plombait, nous aussi, les collègues. Et en plus, certains de nos habitants, je suis désolé, nos agents font déjà un travail qui est dur, compliqué, quelquefois ingrat, mais en aucun cas, ça doit être des larbins, quoi. Il y avait des cartons qui étaient là en vrac, etc. Donc il faut que les règles soient respectées. S'il y a quelques cartons, ok, s'ils sont attachés, machin, aujourd'hui on les prend. S'ils sont pliés et qu'ils sont dans un sac jaune, aujourd'hui on les prend. Demain, le carton, il faut qu'on réfléchisse parce que le carton c'est une vraie filière. La filière est complète en matière de prendre le carton, de le recycler, de le retravailler. Donc voilà, là il faut vraiment qu'on y retravaille et en tous les cas qu'à un moment donné on donne un top après avoir communiqué, après avoir retravaillé le règlement si nécessaire. Mais voilà, là c'est vrai que c'est mal tombé et du jour au lendemain ça a été un peu le cirque dans plusieurs communes. Je sais que Étanges a eu sa part, je sais que je l'ai vécu également à Zouf, et sûrement vous dans vos communes respectives, avec le bordel que quand c'était pas respecté, avec le vent, ça partait dans tout le village, enfin que c'était un bins pas possible. Donc devant la situation, on a donné comme consigne de tout reprendre. Voilà. Mais là, il va falloir qu'on revoie ça et qu'on revienne sur peut-être une filière carton réfléchie. Est-ce qu'il y a une autre question? Pas de question? Donc il n'y a pas à voter, c'est un non-acte. Merci. Donc, avant de vous demander d'en prendre acte, je voudrais quand même remercier Didier Beck qui a peaufiné ce rapport, comme d'habitude. Alors le deuxième rapport
je dirais qu'il y a encore moins d'enseignements à en tirer, puisque d'abord c'est un rapport 2019 du CIDELON. En raison de la pandémie, l'équipe administrative, petite équipe du CIDELON n'a pas pu sortir le rapport 2020. Donc là, il y a encore moins à en dire, si ce n'est peut-être pour parler des projets du CIDELON, que sont le centre de tri, le centre de transfert et la recyclerie. Voilà, donc là, on en est au début de cette nouvelle étape du CIDELON. Oui, donc aujourd'hui, il y a des réflexions qui sont en cours. D'ailleurs, il y a des réflexions très importantes qui vont avoir lieu, où on va rediscuter avec le président du CIDEM, parce qu'un centre de tri, il faut 30 000 tonnes. Sans le CIDEM, on n'a pas de tonnage suffisant. Et donc, voilà, là, il va falloir qu'on rediscute de certaines choses. Il va falloir qu'on se pose les questions des objectifs à atteindre d'ici 1 ou 2 ans, c'est-à-dire avec tout ce qui est fermenticide. Aujourd'hui, on était parti sur un échange de flux avec le CIDEM. Certains commencent à se dire, mais les camions, comment vont s'organiser le déplacement des camions et autres. Des solutions, à mon avis, techniques existent, mais là aussi, il va falloir les peaufiner. Et puis, il va falloir, le troisième gros projet, c'était le centre de transfert de Manam. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et ça a un impact, ça va avoir un impact sur la Comcom de Cattenom, c'est qu'aujourd'hui, nos camions d'ordures ménagères vont décharger sur la commune de Manam. Il y a un centre de transfert. Sauf que ce centre de transfert est en zone inondable, que ce centre de transfert n'est pas très loin des habitations, et que ce centre de transfert est desservi par une voie qui sert aussi aux cyclistes et autres qui vont le long de la Moselle, et donc voie qui est régulièrement empruntée par les camions qui vont au centre de transfert. Donc la commune de Manam nous a demandé de déplacer ce centre de transfert, et donc voilà, ça c'est un autre gros sujet. Et je dirais donc qu'aujourd'hui la réflexion est de mettre un peu tout ça sur le site de Europort. Site de Europort aujourd'hui où j'ai été interpellé par à la fois les agriculteurs, et demain il faudra se poser la question au niveau du centre de tri au sein du CIDELON. Alors là, ils ont découvert qu'un port pouvait être en zone inondable. C'est vrai que si on mettait des ports plus loin dans les terres, il y aurait moins de risques d'inondation. Mais ce qu'ils ont aussi découvert, c'est que il y a peut-être des problématiques de stabilité lors de la construction des bâtiments, et qu'il va falloir peut-être faire des fondations spéciales. Et je ne sais pas sur le centre de tri, parce qu'on n'en est pas encore arrivé là, mais sur l'abattoir, ça pourrait avoir des surcoûts qui pourraient aller jusqu'à 500 000 €. Ce qui n'est pas rien. Donc aujourd'hui, ça c'est des chiffres qui sont avancés par les agriculteurs qui m'ont interpellé. Je vais du coup essayer de voir ce qu'il en est sur ce dossier et me rapprocher de Jean-Charles Lui, afin que et les projets du CIDELON et le projet de l'abattoir, et on l'a bien vu, on a parlé de confinement avant, mais que les circuits courts ont été très suivis lors de cette période. Et là aussi, le département de la Moselle a fait en sorte que des bons d'achat aient été distribués à nos habitants. Moi, j'ai discuté avec un agriculteur du territoire, ça lui a représenté plus de 8 000 € de commandes grâce à ces bons que le département a fait. Voilà, donc c'est une stratégie. Maintenant, je ne vois pas comment je vais faire le grand écart pour revenir à la thématique. Donc le mieux, c'est que je m'arrête net et voilà. Et que je reprenne sur le troisième point, donc c'est une proposition de la Commission Environnement et Développement Durable, qui est d'instituer une aide financière à l'achat d'un vélo électrique.
Alors, ça s'inscrit dans une cohérence du travail de cette commission, et cohérence également, bien évidemment, portée par la communauté de communes, qui est, d'une part, dans le plan climat et énergie territoriale que nous sommes en cours d'élaboration, de favoriser les mobilités douces, la prise de compétences communautaires, prise de compétences mobilité communautaire, le schéma de pistes cyclables du SMITU et évidemment le schéma communautaire qui est en train d'être travaillé par la commission mobilité. Et donc dans ce cadre-là, aider les gens à acheter un vélo électrique qui représente encore un coût notable pour les budgets même de populations relativement favorisées, qui est celle de nos territoires. Et donc, nous proposons de financer jusqu'à 30% de l'achat de vélo électrique avec un maximum à 300 € sans condition de ressources. L'idée étant de favoriser l'idée de pouvoir utiliser son vélo au-delà des 5 à 10 km qui sont manifestement la distance un peu limite avec laquelle on parcourt un trajet avec un vélo standard. Que ce soit d'ailleurs pour aller au travail ou pour des loisirs, ou pour les collégiens et les lycéens, pourquoi pas. C'est la décision qu'ont prise un certain nombre de métropoles, même de communes tout simplement. Alors, la communauté de Strasbourg, par exemple, a pris cette décision en février dernier, avec le même taux la même limite de 300 € sans condition de ressources. Bon, ils ont, eux, 750 km de pistes cyclables et ils vont en rajouter 120. Nous en sommes encore loin, mais nous allons y travailler. Alors, à cette subvention de 300 € pourra se rajouter la subvention accordée par l'État à hauteur de 200 €, mais cette fois-ci sous condition de ressources, et le plafond de ressources est relativement bas, puisqu'il s'agit de 13 489 € par foyer, donc c'est limité. Ceci dit, ces foyers à revenu fiscal faible pourront donc bénéficier de 500 € de subvention, à concurrence évidemment du prix du vélo. Alors, il s'agit d'une mesure que nous proposons à titre expérimental. Depuis le premier confinement, il y a eu un certain nombre de demandes spontanées à la communauté de communes, de l'ordre d'une dizaine, ce qui est pas mal quand on compare aux demandes de subventions pour des éléments qui sont bien établis, comme par exemple les réservoirs d'eau, les panneaux solaires, etc. Donc, ça paraît correspondre à une demande. Comme ça va dans le sens d'une mobilité, pourquoi pas. Ensuite, donc ça serait expérimental, et on vous propose d'y retravailler à la lumière de l'adhésion ou non de la population, et d'envisager des modulations peut-être en fonction des ressources, pourquoi pas, mais je pense qu'il faut aussi lancer, je dirais, le mouvement, et de l'étendre peut-être à d'autres modes de déplacement électriques, gyropodes, trottinettes. Il semble qu'en tout cas, dans un premier temps, le vélo électrique soit le moyen de transport le plus standard et qui permette des distances un peu longues, comme je disais, au-delà des 5 à 10 km qui semble être une limite. Voilà, moi je crois que c'est tout ce que j'ai comme explication à cette proposition innovante. Est-ce que vous avez des questions ? Bon, ce type de décision va dans le sens du présent. Hein. On voit, on a à peu près eu depuis 8-12 mois une dizaine de demandes de subventions ou de soutien sur l'achat de vélos électriques. Donc aujourd'hui, on sait que ça se fait au Luxembourg, ça se fait ailleurs, ça se fait sur d'autres territoires. Donc quelque part, il semblait important à Marimar, avant l'été, et aux membres de la commission, avant l'été, de faire en sorte que la communauté de communes s'engage sur ce type d'aide. Pour les modalités, on verra à la rentrée, voir s'il y a une extension, voir si on y ajoute un côté social ou autre. Voilà. Moi, je ne peux que vous encourager à voter ce rapport qui nous fait envoyer le premier signal d'une réflexion nouvelle sur ce type de déplacement.
et c'est en lien avec le reste de nos politiques et de mobilité douce et On aurait pu effectivement attendre d'avoir peaufiné davantage et proposer un règlement plus léché, mais il nous a semblé que si on proposait de voter ce financement en septembre ou octobre, alors qu'on sait que le beau temps déclenche l'envie de vélo, on aurait l'air un peu ridicule. Et en tout cas, voilà, c'est maintenant, s'il y a une bonne campagne de communication, je pense que les demandes peuvent être honorées. Pas de question, on peut voter ce rapport. Qui est contre, qui s'abstient? Marie-Marthe, je te remercie. Le temps que notre collègue Benoît Steinmetz, qui va nous présenter un certain nombre de rapports que j'espère qu'il a synthétisés, se mettent en place, je tenais à vous faire part d'une information importante. C'est à Étangerande, vous avez une réserve géologique qui date de plusieurs dizaines de milliers d'années. À la CCE, nous avons un dinosaure en la personne de Didier Beck. Et Didier Beck, qui était là lors des premières réunions du syndicat, alors que même la communauté de communes ne se trouvait que dans la commune de Cattenom et sous les toits et parmi les chauves-souris. Voilà, et c'était vraiment le dernier dinosaure. Il nous a fait part de son départ en Alsace, dans la métropole strasbourgeoise, départ qui prendra effet au mois de septembre, hein, c'est ça Didier? Donc voilà, donc je voulais vous le dire, comme la trêve hivernale va arriver, c'est un monument préhistorique de la CCE et qui va s'en aller au mois de septembre. Benoît. Question concernant l'aide d'entrée de 300 euros. Toi, tu t'en fous qui s'en va. Non, vas-y. Quelle aide? Des vélos? Oui, on peut considérer qu'elle est possible maintenant, et il y aura des cours électroniques 1er juillet. Oui, c'est pour ça qu'on délibère maintenant, ça va démarrer au 1er juillet. Tous les dossiers qui vont arriver seront éligibles, et même si l'argent ne sera versé que peut-être au mois de septembre ou quoi, mais c'est éligible à partir du 1er juillet. Oui, oui, bien sûr, je te taquine. Oui, Alain. C'est clair? Alors Benoît, à toi. Merci Monsieur le Président. Alors le premier point sur la modification du règlement qui concerne la participation pour le financement de l'assainissement collectif, avec son acronyme imprononçable de PFAC. On peut rappeler que cette participation est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées, mais que dans la pratique, on était confronté à un ensemble de difficultés par rapport à la perception de cette participation, par rapport aux oublis fréquents de déclaration des usagers, qui faisaient qu'en pratique, c'était au service de la communauté de communes de courir un peu après les usagers avec toutes les difficultés pour ensuite mettre une date sur le début du raccordement et donc de la perception de cette participation. Donc avec la commission GEMAPI, on a souhaité éventuellement avancer et modifier ce règlement en prévoyant pour chaque permis de construire ou chaque autorisation d'urbanisme un formulaire de déclaration de PFAC qui sera joint automatiquement à la notification du permis de construire, avec le rappel de la réglementation en vigueur et de l'obligation de déclarer le raccordement. À propos de ce formulaire, comme on n'était pas certain que la consommation journalière
de vitamine B, d'oméga 3 suffisent aux usagers pour se rappeler de l'existence de ce formulaire. On a décidé aussi de rajouter un autre facilitateur de mémoire, en l'occurrence que même s'il n'y avait pas de déclaration, l'usager serait astreint au paiement d'une somme équivalente à ce qu'il aurait dû payer en temps normal, majoré d'une participation de 100%. Ces dispositions donc, ont reçu un avis favorable de la Commission le 17 mai 2021 et du Bureau communautaire en date du 15 juin 2021. Il s'agit donc de se prononcer sur ce nouveau dispositif réglementaire qui entrerait en vigueur pour toutes les autorisations délivrées à partir du 1er août de cette année. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous êtes... Non, un peu. Est-ce que vous avez des questions sur ce point? Non? C'est clair pour tout le monde? Donc on peut voter cette modification de règlement. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Mon cher Benoît, c'est toujours à toi. Dans le point suivant, sur le lancement d'une révision de zonage des assainissements collectifs avec le mandatement d'un bureau d'études, puisque là aussi les documents d'urbanisme des communes et les habitations ont évolué ces dernières années et il apparaît nécessaire de procéder à une nouvelle révision des zones d'assainissement des communes. Et donc il est demandé au conseil communautaire d'autoriser le président à mandater un bureau d'études pour établir un projet de révision du zonage d'assainissement, d'imputer les dépenses sur le budget annexe assainissement 2021 et d'autoriser le président à toutes les démarches dans ce cadre-là. Voilà, je pense que c'est une réflexion qui va dans le bon sens, c'est-à-dire que ça va dans le sens de vos réflexions au sein des communes d'aménagement de votre territoire communal. Donc il faut que nos schémas d'assainissement collectif suivent aussi l'évolution et les attentes de vos conseils municipaux. Pas d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Benoît. Donc, sur le point suivant, pour lequel il est demandé au conseil communautaire de prendre acte sur les rapports annuels d'assainissement collectif et non collectif qui vous ont été joints en annexe. Sur le rapport concernant le service public de l'assainissement collectif qui concerne environ 90% environ des habitants de notre territoire. Pas de point particulier à noter par rapport à l'année d'avant. On peut simplement noter donc le passage de la participation pour l'assainissement collectif de 2671 à 2736 € TTC. Une augmentation des quantités de boue produites et évacuées entre l'année 2019 et l'année 2020, ainsi que la toujours très bonne tenue des différents indicateurs de performance que vous pouvez retrouver dans le rapport qui vous a été communiqué. Sur le service public de l'assainissement non collectif, qui concerne donc environ 10%, et je vais vite, de la population, pas de point notable non plus, si ce n'est donc la modification du tarif de contrôle des installations neuves ou des installations existantes. Toujours des indicateurs de performance qui sont satisfaisants et comme vous pouvez le voir dans l'annexe qui vous a été joint, un nombre d'installations contrôlées qui est à peu près en rapport avec les contrôles faits les années d'avant. Voilà sur ces deux rapports dont il est demandé de prendre simplement acte. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Je vous remercie. Benoît. Donc
Donc, point suivant, sur un programme d'entretien pluriannuel de la végétation des cours d'eau du territoire. Alors, cet entretien est quelque chose d'indispensable pour différentes raisons, que ce soit des raisons d'hygiène et de sécurité, de lutte contre les inondations. Et donc la commission GEMAPI s'est interrogée sur cet entretien et les possibilités d'arriver à un entretien optimum, sachant que le principe, il faut le rappeler, le principe d'entretien repose toujours et continuera de reposer en premier sur les propriétaires riverains. Simplement, cette responsabilité des propriétaires riverains méritait d'être accompagnée par les communes ou par la communauté de communes, toujours par rapport à cet intérêt général de prévention des inondations et plus largement par des motifs d'hygiène, de sécurité. Après concertation avec les différentes communes, il a été proposé donc 2 passages par an sur un certain nombre de tronçons qui ont été validés a priori par toutes les communes. Donc 2 passages par an où c'est la communauté de communes qui interviendra. Parallèlement, toujours, on le redit, à ce qui devrait être une intervention, j'ai envie de dire, au jour le jour des propriétaires riverains. Donc, dans la délibération, je ne reviens pas dessus, vous avez les linéaires qui seraient retenues commune par commune, ainsi que l'estimation de coût de ce programme, donc qui serait 2 fois par an à partir de 2022, puisque pour 2021, évidemment, ce n'était plus possible, d'autant plus qu'on est confronté à une difficulté majeure, et quand tu parlais avant, Monsieur le Président, des réglementations en droit de l'environnement, ben là aussi, on a une difficulté, c'est toujours ces difficultés sur les dates d'intervention possibles ou pas possibles. Et donc sur 2021, il n'y aura plus qu'une intervention en 2021 avant d'avoir finalement un procédé habituel avec 2 interventions l'année d'après. Donc ces linéaires, je dis toujours en concertation avec les communes, ont reçu un avis favorable, là aussi de la commission en octobre 2020 et du bureau en mars 2021. Et donc, il vous est demandé d'approuver ce programme d'entretien, les zones d'entretien, les maîtres et d'autoriser le président à effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents nécessaires au lancement de ce programme d'entretien. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Le maire de Zouguen a posé une question et s'est étonné sur les 100 mètres, mais ça, il attend un retour des services qu'on n'a pas pu avoir. Parce que par rapport à la carte et la zone qui était coloriée, pris en compte, il y a tout le ruisseau qui passe dans la zone urbaine de la ZAC qui n'a pas été prise en compte. Donc il faut que je voie avec mon adjoint, enfin voilà. Éventuellement le rajouter. Mais comme vous avez éventuellement, mais comme chacun aura des cartes, moi je peux que vous inviter à tous rejeter à la vue avec vigilance, en tous les cas d'entériner ce rapport pour que le programme d'entretien puisse se faire et démarrer. Est-ce que, hormis peut-être le nombre de mètres linéaires, est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Je vous remercie. Benoît, je crois qu'il t'en reste encore un. Concernant le guide des bonnes pratiques des cours d'eau, qui a été élaboré par les différents services et par la commission, et il vous est simplement demandé de bien vouloir prendre acte de ce guide qui sera communiqué sous format numérique et sous format papier aux différentes communes et qui devrait contenir un ensemble de questions que les différents administrés peuvent vous poser en mairie par rapport à la gestion des milieux aquatiques, la prévention des inondations, ce qui peut être fait, ce qui ne peut pas être fait, à quelle période de l'année.
Et il vous est donc simplement demandé d'autoriser le président à effectuer toutes les démarches pour la communication, éventuellement l'impression des documents nécessaires, c'est-à-dire ce guide des bonnes pratiques des cours d'eau. Est-ce que vous avez une question par rapport à ce guide? Pas de question. On peut passer au vote. Qui serait envoyé par les communes Alors il sera envoyé, oui, sous format papier et sous format électronique, et a priori ça peut se faire rapidement puisque les guides sont prêts depuis un certain temps. Après, je ne gère pas la partie logistique, mais je ne doute pas que ça peut être fait rapidement. Une autre question? Pas de question, on peut passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Point suivant, Benoît, c'est ton dernier, je crois. Oui, parce que plus de demander une prime supplémentaire. Donc, un vélo, voilà. On va aller à Strasbourg. Sur l'organisation des astreintes GEMAPI, là aussi il est apparu utile avec la commission de clarifier le système d'organisation des astreintes par rapport à des inondations, et donc on n'est plus ici dans le cadre de la prévention d'inondation, mais plutôt dans les réponses que la communauté de communes peut, avec les communes, donner quand une inondation se produit ou risque de se produire. Donc un tableau d'intervention que vous pouvez trouver dans la délibération a été validé par la commission, avec d'abord une période d'astreinte qui est validée par le président, puis un appel du personnel d'astreinte pour mise en place de l'astreinte, et parallèlement à ça, un envoi de mail aux différents maires du territoire pour les informer de la mise en place de l'astreinte et d'un numéro de contact. À partir de là, on a un schéma qui se met en place, comme vous pouvez le voir, avec une mise en place des différents services techniques, éventuellement de bénévoles et d'un service d'intervention au niveau de chaque commune, qui peuvent conduire à une intervention sur site. Après, néanmoins, certaines précautions indispensables ont été prises, notamment par rapport au gaz ou à l'électricité. Donc ce schéma qui a fait là aussi l'objet de travaux de la commission a été validé par le bureau le 15 juin 2021, et vous est donc demandé de prendre acte de cette communication. Et ensuite peut-être tout simplement de revenir vers les services ou de revenir vers la commission, peut-être pour les questions de mise en œuvre pratique, ou les questions pratiques qui pourraient se poser dans ce dispositif. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Bon, c'est juste que vous ayez l'information d'un fonctionnement. Donc il n'y a pas à voter. Donc, je vous remercie. Merci Benoît. Juste un dernier mot, oui. Donc, pour remercier là aussi les différents services pour le travail de ces derniers mois, ainsi que les membres de la commission GEMAPI, que je remercie pour leur disponibilité et le travail fourni depuis un peu moins d'un an. Merci Benoît. L'avant-dernier point concerne une motion contre les coupes sauvages de bois. Notre collègue Roland en avait déjà parlé pour avoir subi ce genre de désagrément sur la commune de Étangerande. D'autres communes de notre territoire ont subi également certaines coupes un peu radicales de personnes mal intentionnées qui viennent, rasent tout, revendent le bois, partent avec en moins de temps qu'il en faut, ou aux propriétaires privés, ou même, dans certains cas, aux communes, pour se rendre compte que le bois a disparu. Donc cette motion va servir à interpeller l'État et à demander qu'on renforce des moyens auprès de l'ONF notamment, pour qu'ils puissent faire et exercer un contrôle
plus en détail de l'ensemble des coupes. Roland, est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Oui, pardon. On est contre En Marche, donc tout va bien. Oui, bon, vous avez vu que la presse s'en est fait souvent l'écho ces dernières semaines. C'est un véritable ravage qui se produit sur nos zones forestières. La particularité de la forêt française est qu'elle est à 75% du domaine privé et que ces groupements agissent particulièrement sur les personnes qui sont éloignées, sur les personnes qui sont âgées ou sur les personnes qui sont décédées et s'emparent de bois dans ces périmètres-là, chez des personnes quelquefois fragilisées qui ne savent même pas être propriétaires de quelques parcelles forestières. Donc c'est une véritable faiblesse structurelle de la forêt. Mais vous savez, moi je dis toujours que l'écologie n'est pas un parti politique. Par contre, celui qui ne s'occupe pas d'environnement et d'écologie ne peut pas faire de politique. Aujourd'hui, c'est complètement un déséquilibre environnemental sur nos forêts, un déséquilibre qui a plusieurs effets. Vous voyez les températures qui se produisent aujourd'hui au Canada à 47 degrés. C'est quelque chose qui interpelle, qui fait réfléchir. C'est un déséquilibre aussi avec des risques d'inondation, parce que toute cette végétation a vocation à freiner en cas de forte pluie. Et comme je le disais, on peut faire les efforts qu'on veut en plantant avec l'intercommunalité dans le cadre de GEMAPI. On peut faire les efforts qu'on veut et planter des centaines d'arbres dans des communes. Si de l'autre côté on en enlève des milliers, honnêtement, la lutte est complètement irrationnelle. Donc je pense que cette motion, vous savez, je ne rêve pas moi, sur les motions. Je remercie le président et l'ensemble des élus d'avoir voulu traiter ce sujet. C'est simplement une sensibilisation sur les autorités préfectorales, les autorités de l'État. Le sénateur Jean-Marie Misan, à qui j'ai demandé de saisir également, a saisi donc le ministre de tutelle lors d'une question écrite au Sénat. Et je sais également, et la presse s'en est fait l'écho dans un bel article dernièrement, puisqu'il y a eu plusieurs articles, que la gendarmerie d'Étangerande avait été désignée par le procureur de la République pour mener des investigations dans le cadre d'une enquête et d'une commission pour une instruction, en espérant pouvoir identifier les auteurs qui sont connus de ce crime envers notre domaine forestier, qui est le poumon vert de notre région. Merci. Voilà, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Oui, Jean-Marc. De sauver les arbres, actuellement, on en est aussi au stade où ça pose un problème de santé, de santé publique, pour tous nos habitants du territoire qui sont soumis à ces attaques régulières de quoi les génies vivantes pour lesquelles les communes et les grosses communes n'ont pas forcément les moyens et quand ils en ont, c'est pas forcément efficace. Vous avez pris en compte un niveau bien plus élevé que les communes. Oui, enfin, il y a deux choses dans ce que tu dis. Il y a le problème de la forêt en général. On voit que dernièrement, on a dû couper les sapins suite à une maladie. On voit que les haies, en ce moment, suite à des problèmes de sécheresse, sont en train de dépérir. Donc on a un vrai problème et un vrai problème environnemental. À côté de ça, on a... tu as parlé de criminels, mais oui, qui viennent des voleurs, qui viennent couper du bois sur des terrains qui ne leur appartiennent pas, etc. Donc ça, vraiment, il faut qu'on se positionne, qu'on prenne cette motion et qu'on soit unanime sur la motion et qu'on puisse la défendre de manière à ce que l'ONF ait les moyens. Ensuite, tu as raison Jean-Marc, aujourd'hui on est très démunis, il se passe beaucoup de choses. Alors moi j'ai même entendu un médecin dernièrement qui disait que ce n'était pas forcément les chenilles urticantes qui avaient peut-être beaucoup d'insectes, genre Aruta, qui avaient ces derniers temps piqué. Donc déjà je pense que là, médicalement, il va falloir déjà qu'on ait les bonnes informations, parce que ça a l'importance. Tu vois, moi j'ai la rue des chênes à Zouf,
dans la ZAC. On a mis des chaînes forcément dans cette rue. Tous les habitants de la rue des Chênes voudraient qu'on les coupe. Parce qu'un arbre sur deux, il n'y a pas de chenille. Ah, donc là, il va falloir qu'on réfléchisse. Après, d'un autre côté, on entend que les poils urticants peuvent voler sur 4 km. Zoufgen, c'est 870 hectares de forêt. Donc si ça vole jusqu'à 4 km, déjà, on vous contamine un peu tous à la ronde. Hein, et dans ces 870 hectares de forêt, il y en a une grande partie qui sont de la domaniale. Donc là aussi, que fait l'État pour traiter? Parce que si moi je règle ou que je coupe mes 15 chênes de la rue des Chênes, vous pouvez imaginer qu'avec toute la forêt que j'ai autour de chez moi, si c'est vraiment un problème de chenille, ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Donc là, je pense que c'est des problèmes de santé publique et de sécurité publique. Déjà qu'on nous donne les bonnes informations. Est-ce qu'on est sûr à 100% que c'est des chenilles? Et ensuite, qu'on voie avec des spécialistes de comment on peut traiter ça. Parce qu'on voit effectivement des gamins qui sont dans des états de piqûre. C'est une catastrophe. Donc on ne pourra pas continuer comme ça. Mais pour moi, c'est deux choses différentes. Un, il faut donner les moyens à l'ONF de sécuriser, de surveiller les travaux et de faire en sorte que les forêts ne soient pas pillées. Deux, dans le cadre du plan de relance, quoi, il faut qu'on réfléchisse peut-être à trouver des nouvelles essences d'arbres. On voit bien qu'avec le réchauffement, avec les sapins, les trucs, on doit les couper et ça ne marche pas. Donc voilà, donc ça c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est qu'on nous apporte des réponses techniques sur les problèmes du quotidien de nos habitants, tels que les chenilles et autres. On est d'accord pour prendre cette motion? Je vous remercie. Donc le dernier point, c'est le rapport qui vous est mis sur table, qui concerne le règlement du match de volley de samedi matin. Si vous voulez gagner du temps, on peut... Non, il arrive. Mais si vous voulez gagner du temps, on peut même le voter avant que vous l'avez. Je pense que ça serait un message fort qu'on enverrait aux salariés. C'est démocratique et facté, madame, je vous entends rire. Donc si vous en êtes d'accord, on peut le voter. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Vous n'avez pas le droit de voter. Donc je vous invite à nous retrouver tous pour ce premier moment de convivialité du mandat à la maison communautaire. Merci à vous.